Bonjour tout le monde, je suis contente de vous rencontrer. On n'a peut-être pas la chance de se voir de vive voix, mais au moins on a la chance de pouvoir vous enregistrer quelque chose puis vous le présenter. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Stéphane de Job Illico. Je vais le laisser se présenter lui-même parce qu'il se connaît pas mal mieux que je le connais. Puis, j'espère. Oui, puis je vais vous dire pourquoi il est là, parce que l'automne dernier, j'ai assisté à une de ses conférences, puis j'ai entendu des choses dans sa conférence qui m'ont comme... pas bousculé, mais qui m'ont vraiment interpellée puis qui ont vraiment teinté, je vous dirais, l'orientation du salon de cette année. Donc, c'est pour ça que Stéphane, je tenais à ce que vous l'entendiez, ou vous autres aussi, ce qu'il y avait à dire, parce que je trouvais vraiment que c'était pertinent. Fait que Stéphane, parle-nous un peu de toi. T'es qui, toi, là, de Job Illico, là? Eh bien, bon Dieu, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Qui je suis? Écoute, c'est une grosse question, mais si facile à la fois. Stéphane Jean, je suis chef du marketing pour une compagnie qui s'appelle Job Illico. On est le plus important site d'emploi québécois. On célèbre même nos 10 ans cette année. On est super contents. Je suis chez Job Illico depuis 5 ans maintenant, presque 6 ans maintenant. En mai, ça va faire 6 ans. Avant ça, j'ai été principalement vice-président marketing pour une compagnie qui s'appelle Adecco, qui est une agence de placement de personnel qui était partout au pays. Donc, j'ai passé presque toute ma carrière pour cette compagnie-là. Donc, on pourrait quasiment dire là, que depuis 25-30 ans, j'œuvre dans le domaine des ressources humaines, mais avec un œil très marketing qui se passe au niveau des ressources humaines. Fait que maintenant, Stéphane, qu'on sait un peu plus, c'est qui le personnage de Stéphane? Tu travailles pour Job Illico. Job Illico, c'est quoi vous faites? Tout le monde a entendu le nom de Job Illico, mais parle-nous un peu plus de Job Illico. Ça me fait plaisir. Job Illico, c'est bien simple, c'est 100 passionnés du web et du recrutement. On va fêter nos 10 ans cette année, puis on est super fiers. C'est une belle histoire d'entrepreneurship. Job Illico, en quelques mots, c'est 6 000 entreprises qui nous utilisent à chaque jour. C'est plus de 15 000 recruteurs qui vont se connecter à la plateforme à tous les jours pour publier plus de 90 000 postes. Aujourd'hui, ce matin, on avait environ 90 000 postes à combler partout au Canada. Et tout ça dans un environnement où ils ont accès à 3 millions de candidats. Donc, au jour le jour, c'est 6 000 entreprises qui publient 90 000 postes. C'est 15 000 recruteurs là, qui tentent de séduire les 3 millions de candidats. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. On est vraiment une belle gang. Fait qu'il y a beaucoup de trafic sur votre plateforme. Oui, la quantité d'informations, le regard qu'on peut porter sur ce qui se passe au quotidien, là, c'est super intéressant. Parce qu'avant, ressources humaines, on ne se cassait pas trop la tête, mais là, on a vraiment amené le marketing avec les RH, là, hein? Oui, je te dirais que depuis, je dirais, près de 10 ans, là, un bon 5 ans facile, le mariage entre les ressources humaines et le marketing, c'est vraiment fait dans les organisations, à différents niveaux. Okay. Il y a des organisations au niveau national qui sont beaucoup plus avancées, puis c'est tout à fait normal. Mais la conscientisation, l'espèce d'importance de marier ces deux fonctions-là est très présente, peu importe les organisations maintenant. Fait que les petites offres d'emploi drabes qu'on était habitués à voir dans le Journal de Québec le mercredi et dans le Soleil, c'est-à-dire qu'on voyait le mercredi puis le vendredi, puis c'était, hein, on était bien drillés avant les chercheurs d'emploi, hein? C'est ça qu'on guettait, là, on en voit de moins en moins, hein? Non, depuis 20 ans, je dirais que depuis 20 ans, là, à l'arrivée des premiers job boards dans le marché, il y a une vingtaine d'années, on a brisé le cycle de l'imprimé pour le recrutement en ligne. Okay. Par contre, la manière d'afficher et la manière de recruter n'a pas encore tout à fait suivi. Tout à l'heure, je vais te présenter quelques exemples de ça là, pour te montrer à quel point, bien qu'on a fait des grands pas en termes de recrutement, les organisations vont devoir faire évoluer beaucoup plus rapidement leur manière. Je vais te donner des petits exemples tout à l'heure. Oui? J'ai hâte d'entendre. Fait que là, aujourd'hui, dans le fond, là, on vous présente une conférence pour vous parler un petit peu du chercheur d'emploi. Parce que même, je dirais qu'il y a une nouvelle appellation. Puis quand j'avais fait quand j'avais suivi la conférence avec Stéphane, il a parlé du consommateur d'emploi. Et ça m'a frappé, surtout quand il en a parlé un peu plus dans le détail. J'ai appris bien des affaires. Puis c'est ça que tu vas nous parler plus particulièrement ce soir. Oui, ça fait grand plaisir. Puis ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pas la résultante de plusieurs études universitaires, c'est pas la résultante d'études qui se passent sur la planète. C'est vraiment mon regard que j'ai porté sur l'évolution du chercheur d'emploi dans les 25 dernières années.
sais, quand tu as beaucoup d'expérience avec un peu de cheveux gris, tu peux te permettre de porter ce genre de regard-là, peut-être cette chance-là d'avoir participé à différentes décennies d'évolution sur un même sujet. Puis lorsque je regarde le chercheur d'emploi, je réalise qu'il y a une très grande transformation qui s'est passée, je dirais quasiment dans les 5-6 dernières années à peine. Oui. Puis comment ça s'est passé? Je pense que l'un des déclencheurs n'est pas nécessairement la pénurie de talent. L'un des déclencheurs n'est pas nécessairement la différence entre les diverses générations. Les milléniaux, les X, les Z, les Y, il y a différentes appellations. Oui, oui. Donc, ce n'est pas nécessairement attribué à ça. Je dirais que le déclencheur est beaucoup comment le web est venu modifier notre comportement de consommateur, mais consommateur de produits ou de services. Explique-nous un peu plus ça. C'est là que j'ai toute curiosité. Oui, puis je m'en souviens encore, puis c'est ça que je veux que les gens aussi entendent. Là. OK. Fait que je vais prendre l'exemple. Imaginez-vous un soir, là, vous êtes chez vous, et vous voulez vous acheter un produit, là, soit une scie mécanique ou un tracteur, ou comme toi tu vends dans ta business. Mais imaginez-vous qu'on est mettez-vous dans la place d'un consommateur qui recherche un produit. OK? Maintenant, la grande majorité des gens vont beaucoup magasiner en ligne, vont peut-être même commencer leur recherche du produit sur Amazon. Et je pense que j'appelle beaucoup ça l'effet Amazon. Comment les achats sur le web ont transformé notre ADN de consommateur. On veut aller beaucoup plus rapidement. On veut acheter dans le moins de clics possible. On est, je pense, la technologie du comportement qui influence notre comportement nous amène, je pense, à être un peu moins patient comme consommateur. On veut l'avoir tout de suite. Tout de suite. Ça presse. Et lorsqu'on commande quelque chose sur Amazon, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, sûrement, si ça n'arrive pas le lendemain ou ça n'arrive pas le surlendemain, on commence déjà à être impatient après une journée ou deux. On se pose des questions. On se pose des questions, mais oui, mais où mon colis? Ça va pas... Ils l'ont perdu. On l'attend le dimanche. C'est bien souvent, le colis va arriver le dimanche avant midi. Là. Oui. Fait que c'est un super service, c'est de plus en plus nouveau dans nos vies, mais on ne réalise pas à quel point ça change notre ADN de consommateur. Et c'est là mon point. À quel point cet ADN-là est en train, je crois, d'influencer notre comportement de chercheur d'emploi. Puis quand je m'amuse à dire que c'est un consommateur d'emploi, je le dis pour deux raisons. Je le dis parce qu'évidemment, avec la pénurie, on n'est plus chercheur d'emploi. Hein? On passe de diplômé à travailleur presque automatiquement. On commence à travailler même, on a une job avant même d'avoir le diplôme. Donc, il n'y en a plus d'espace de recherche d'emploi vraiment. Fait que je m'amuse souvent à dire qu'il n'y a plus l'expression chercheur d'emploi est en voie d'extinction quasiment. Effectivement, on n'a plus le temps de chercher. Fait que ça vient influencer ça. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, les gens, on consomme des emplois. Pourquoi? Parce qu'on va aller, on recherche les organisations dans lesquelles on va aller répondre à des besoins fondamentaux. Des organisations qui répondent à nos valeurs. Des organisations qui répondent à des besoins financiers. Et ainsi de suite. À des besoins de carrière, à des besoins social, de fraterniser avec des gens. Et lorsqu'on consomme ces besoins-là en entreprise, lorsqu'on sent qu'on ne répond plus à nos besoins, comme on est de plus en plus des consommateurs avertis en mode achat de produits, on l'est également en tant que travailleur. On est très avertis sur comment je nourris mes besoins au travail. Donc, à la minute où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, on ne va pas chercher qu'est-ce qu'on vient ici, hop, on va aller consommer un autre emploi. Puis on n'est pas très patient en plus. Alors, puis on a cet ADN-là maintenant où on est moins patient. Donc, c'est là qu'on va aller. Je pense que le chercheur d'emploi, ce n'est pas une question de loyauté, c'est juste une question de connaissance de soi. Les gens sont plus affirmés, ils ont confiance en eux. Oui, le marché où il y a... Leur est favorable. Leur est favorable. Donc, oui, ils sont conscients de ça. Mais je dirais que ce n'est pas la raison principale pourquoi ils vont vouloir consommer des emplois puis s'assurer de répondre à leurs fameux besoins. OK. Et puis, tu sais, le consommateur d'emploi, il ne faut pas penser qu'il y a seulement les plus jeunes générations qui sont touchées par ça. Je pense que de plus en plus,
le comportement qui est modifié touche l'ensemble des générations. OK, fait Bon, que c'est pas juste c'est pas généraliser mon commentaire. Là, c'est mais pas juste les X et les Y, dans le fond, qui ont ce c'est pas juste mes comportement-là. enfants On de les voit 16 ou aussi 17 ans. Là. on les voit aussi sur les 50. Là. Ah, complètement, complètement. OK. Mais lorsqu'on comprend au niveau marketing, maintenant, mettons nos lunettes de spécialistes marketing en recrutement. Lorsqu'on comprend le consommateur, c'est la clé pour toute stratégie marketing. Je suis à l'université, là, lorsqu'on apprend à comment faire une stratégie marketing, un plan marketing, les premières étapes de ce plan-là, c'est d'identifier quels sont vos consommateurs que vous voulez attaquer. Donc, c'est quoi leur persona? C'est quoi leur profil d'acheteur? C'est quoi leur déclencheur? Comment ils vont consommer un produit? Comment ils achètent un produit? Où ils vont voir pour les sources d'information? Fait qu'en recrutement maintenant, lorsque tu appliques cette pensée-là au recrutement, et tu sais que maintenant, tu as affaire à un consommateur d'emploi qui a un profil X, Y, etc., qui va se comporter de telle manière dans certains contextes, tu peux agir totalement différemment. Comment? Ah, comment? C'est la question. Ben oui, c'est ça qu'on veut savoir, parce que c'est ça, en tant qu'employeur, on a besoin de savoir comment on trouve ces personnes-là, puis faut-il faire ça rapidement? Parce que je pense qu'on parlait beaucoup d'instantanéité. Hein? Si notre comportement de consommateur fait en sorte qu'on achète puis on s'attend à avoir le produit, pas instantanément ou presque, j'imagine que ça se transpose aussi dans l'emploi. Ah, complètement, complètement. Puis ça se transpose à chaque étape là, du cycle de recrutement. Par cycle de recrutement, qu'est-ce que je veux dire? On va simplifier la chose en 3-4 étapes. La première étape étant l'attraction. Donc, c'est placer ton annonce de recrutement sur le marché, soit sur un site, sur Facebook ou tout autre moyen. Donc, ça, c'est l'étape d'attraction. Donc, il y a des moyens très spécifiques pour pouvoir accéder aux consommateurs d'emploi via l'étape de l'attraction. Ensuite, il y a l'étape, je dirais, de présélection, sélection. Là aussi, il y a des façons de faire pour changer son processus pour pouvoir davantage engager cette personne-là dans cette étape-là précise. Et après ça, il y a l'étape d'intégration puis de formation qui peuvent être aussi revues. Okay. Mais si on s'attarde un peu plus, exemple, à l'étape d'attraction, qu'est-ce qui se passe dans la tête du consommateur d'emploi? Ouais. En quoi le web est venu changer son comportement? Il est beaucoup plus averti. Pourquoi? De plus en plus, les gens ont accès à une quantité énorme d'informations sur le bout du doigt. Hein? Ils vont sur Google, ils vont sur YouTube. Tu sais, un consommateur qui veut s'acheter une nouvelle auto, lorsqu'il va arriver chez le concessionnaire, bien souvent, il en sait plus que le vendeur. Effectivement. Hein? Il est allé sur YouTube voir des reviews, des avis, il est allé voir, il a écouté RPM le dimanche matin. Il arrive pour acheter son pick-up, là, son F-150. Il sait parfaitement qu'est-ce qu'il veut, ou presque. Okay. Il veut l'essayer, mais au niveau technique, il est allé chercher toute son information. Il est très averti. Il est rendu là parce qu'il est rendu sur le bord d'acheter. Presque sur le bord d'acheter. Il ne va pas là pour magasiner. Il a déjà fait son magasinage auparavant sur le web. Le chercheur d'emploi, le consommateur d'emploi a le même réflexe. Okay. Avant même d'appliquer sur un emploi, il va surfer le web et en l'espace de quelques secondes, en plaçant quelques mots-clés, exemple sur Google, la majorité des gens commencent leur recherche sur Google, c'est plus de 70 %. Donc, ils vont taper, exemple, emploi soudeur Saint-Raymond. Okay. Automatiquement, Google va lui générer de l'information, plusieurs types d'emplois dans son domaine qui proviennent de différents sites. Oui. Évidemment, la fameuse première page de Google, c'est beaucoup d'expertise puis de temps pour pouvoir apparaître sur cette fameuse page-là. Okay? Donc, pour le consommateur d'emploi, peut générer ce genre d'informations-là et magasiner sur le marché de l'emploi, sur le web. Il magasine constamment. Okay. Qu'il soit au travail, avec un emploi qui le rémunère bien, qui répond à ses besoins, mais il y a tellement d'informations maintenant qui est disponible facilement, même que l'information vient à toi sans que tu la cherches. Oui. Tu t'inscris à des sites, puis selon ton profil, l'information va t'annoncer les postes qui pourraient s'arrimer à ton profil ou à tes goûts, etc., et intérêts. Donc, même en emploi, même si la personne ne veut pas voir de nouveaux postes, elle va recevoir de l'information. Fait qu'on pourrait qualifier que le consommateur d'emploi magasine constamment. Puis il est toujours exposé, finalement. Il est toujours exposé. Même s'il ne magasine pas, il est exposé, finalement. Il est toujours exposé. OK. Ce qui vient changer au niveau des ressources humaines, au niveau des départements de recrutement, des conseillers en recrutement,
c'est qu'on doit changer le comportement. Tu disais tout à l'heure, ah, c'est plus comme à l'époque où on affichait le samedi ou le mercredi dans le soleil ou dans la presse à Montréal ou des choses comme ça. On ne peut plus recruter de manière réactive. On ne peut plus recruter de façon ponctuelle et réactive. On doit toujours être dans un mode où on va développer son marché candidat. En anglais, on appelle ça un pipeline. C'est comme si on se crée un tunnel où on va déployer différentes actions marketing pour se faire voir, pour vendre sa marque employeur, pour se positionner, pour que le travailleur, parce que le chercheur d'emploi, il y en a presque plus qui sont en recherche pure, donc ils sont tous au travail. Et des fois, ils ne pensent pas chercher un emploi. Mais faut entretenir notre marque, il faut se présenter d'avance, parce que l'information va venir à nuit. Donc, ils magasinent constamment. OK. Puis, en plus, il est pressé. Il est pressé. Comment ça se manifeste, ça? Parce que ça, tu m'en avais parlé à la formation que tu avais donnée à Québec. Puis ça m'avait frappé, là. Tu sais, des fois, le chercheur d'emploi, qui n'est pas un chercheur, il vient de sortir de son corps de travail, il est un peu tanné parce qu'il y a quelque chose ou un collègue de travail qui l'a tanné pendant la... Son contremaître ou... Oui, n'importe, ou l'ambiance, ou je sais pas quoi, ou il n'aimait pas ce qu'il faisait cette journée-là. Et ça peut être un élément déclencheur qui va faire en sorte qu'il va regarder de façon un peu plus attentive les offres d'emploi. Et c'est important, tu sais, d'être rapide sur la gâchette en tant qu'employeur. Autrement dit, si cette personne-là rentre en contact avec nous autres, tu prends pas 2 semaines pour y répondre, là, hein? Non, tu sais, je fais référence à ton exemple de quand on affichait dans le temps, dans les journaux, hein, un cycle de recrutement, c'était réactif, puis c'était long, puis c'était pas grave. Tu pouvais te permettre d'attendre 1 semaine, même 10 jours. Oui, bien facilement, parce que... C'était comme instauré dans nos pratiques. Là. On passait l'offre d'emploi, puis l'offre d'emploi, tu avais, mettons, 2 semaines pour appliquer, puis ensuite de ça, des fois, ça pouvait prendre encore 1 mois avant que tu aies des nouvelles si ça allait déboucher sur quelque chose. Là. Parfois, je pense que la dynamique de lenteur, l'espèce de... le temps que l'on disposait à l'époque est encore présent dans l'ADN des gens en recrutement, en entreprise. Il faut vraiment maintenant qu'on se débarrasse de ce mauvais comportement-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour revenir à ta question? Imaginez toujours la personne qui vient de sortir il sort de la shop, puis il est un peu... il s'est fait brasser dans la journée, il n'a pas vraiment aimé ça, puis il commence à... Il se pense pas chercher de l'emploi, mais tu sais... Il y a quelque chose. Une petite étincelle va arriver, là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de recrutement? On s'entend que maintenant, la grande majorité des gens vont accéder au web via un appareil gros comme ma main. Oui, n'est-ce pas? C'est une extension de la main, ça. Hein? Fait que, tu sais, on a accès au monde, on a accès aux nouvelles, à notre réseau d'amis via Facebook, mais on a accès à ce qu'on recherche sur le téléphone cellulaire. Oui. OK? En partant de ce fait-là, on sait maintenant que la grande majorité des gens vont accéder au web via ça. Puis en mode continu. C'est-à-dire que moi, le matin, la première chose que je fais en me réveillant, c'est mettre la main sur mon cellulaire pour tout de suite voir l'heure, voir mes notifications. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé de nouveau dans ma famille sur Facebook, sur Twitter? C'est quoi mes fils de nouvelles qui sont sur Twitter? Fait que certaines études disent que le chercheur d'emploi, le consommateur d'emploi ou le consommateur en général va regarder son cellulaire entre 25 et 100 fois par jour. Effectivement. Je pense que c'est pas si exagéré. Non, c'est pas exagéré. Ça semble exagéré quand je le dis, mais quand tu le réalises un peu, puis tu regardes un peu combien de fois par jour on regarde cet appareil-là. Oui. Fait que le consommateur d'emploi, au niveau marketing, avec des lunettes marketing, c'est excellent de savoir ça. Parce qu'on sait maintenant où l'attraper. Oui, sur son téléphone. Sur son téléphone. Les particularités de ce véhicule-là, par contre, c'est qu'il est tout petit. L'information est tout petite. Et les comportements de la personne qui utilise le téléphone, c'est de l'information qui est, je dirais, simple, rapide, concise. Pas de texte. Pas trop de texte. Non. Des photos, mais des belles photos. Ça prend des photos qui sont authentiques, qui disent quelque chose à la personne. Des vidéos aussi, je pense. Des vidéos. Ouais, vidéos super important. Les comportements de mise en action. Quand on demande à une personne d'agir pour faire une action, soit pour voir une vidéo, soit pour rentrer en contact avec l'organisation, pour vendre un emploi, puis entrer en contact avec nous, on doit limiter le plus possible le nombre de clics. Ça doit être très, très rapide, très, très facile. OK. Tu sais, je dis souvent aux gens, avez-vous déjà essayé d'appliquer sur un emploi avec votre téléphone et télécharger votre fameux CV? Ah, ça
C'est pas le fun, là. Tu sais, ça se fait. Ça prend des gens qui connaissent, qui peuvent mettre leur CV sur le cloud, sur Google Drive, des systèmes comme ça. Mais il faut le savoir. Oui. Quand on regarde la grande majorité des postes qui sont recherchés aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à qui vont faire cette manœuvre-là. Qui vont faire cette manœuvre-là. Non, effectivement. Donc, pourquoi compliquer la vie du consommateur qui n'est pas patient, il veut aller vite, il y a beaucoup d'informations qui viennent vers lui, il ne pourra pas tout y accéder, il va en sélectionner. Oui. Il va être très, le consommateur... Va-tu aller au plus facile? Il va aller au plus facile. OK. Je ne sais pas si c'est le plus facile, mais il va aller au plus vite, plus facile. Ouais. Des fois par manque de temps, des fois par surcharge d'informations qui vient vers lui, il va être naturellement attiré vers les choses plus faciles sur le web. Et quand on regarde une des grandes réalisations d'Amazon au niveau consommateur, produits, services, surtout produits, c'est le fait qu'ils ont rapetissé le chemin vers l'achat. Tu ne fais pas 25 clics avant d'acheter un produit. Non. Ils l'ont ramené à moins de 3 clics, sinon 1, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'ils ont complètement bouleversé l'industrie avec ça. Donc, au niveau de l'emploi, on doit se garder un peu... on doit avoir... cette préoccupation-là. Cette stratégie-là en tête. Autrement dit, si tu es un employeur et que tu veux que les gens entrent rapidement ou facilement en contact avec toi, il faut que le processus soit simple. Donc, il faut qu'ils soient en mesure de rentrer en contact avec toi presque instantanément. On est rendu là. Puis même le CV, à la limite, on le demandera après. On le demandera après si on voit qu'il y a vraiment un intérêt puis que la personne elle peut avoir le profil qui correspond à l'emploi à ce moment-là. Pour 2 raisons. Parce que la personne n'est pas patiente. Puis c'est pas une question que la personne n'a pas les bonnes compétences ou n'a pas un bon comportement. C'est juste les consommateurs sont plus pressés. Ils veulent l'information tout de suite. Donc, puis évidemment, la pénurie. Il y a une pénurie de talent. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui bougent d'un emploi vers un autre. Fait que quand tu réussis à capter l'attention d'un travailleur actuel qui peut changer de place, dépêche-toi de l'amener. Okay. Fait que c'est mieux de l'amener rapidement dans ton organisation en entrevue et de lui demander d'apporter son CV. Après. Tu sais, puis l'entrevue, pour être changé un peu, l'entrevue pourra tourner alentour de la présentation de son CV. C'est à quoi qu'il nous sert tant que ça, ce CV-là? C'est plus un outil de sélection et de présélection. Ce n'est pas un outil d'attraction de lui demander son CV. Non, c'est sûr. Là, il faut vraiment avoir, dans l'étape de l'attraction, il faut vraiment avoir un minding, il faut vraiment avoir une pensée 100% séduction. Il faut l'attirer dans notre organisation, pas le sélectionner. Parce que si tu commences à placer des étapes de présélection avant même qu'il se rapproche de ton organisation, tu risques de le perdre. OK. Tu risques de le perdre. Fait que là, c'est pour ça qu'on privilégie... Moi, je suis un fervent défenseur de placer un numéro de cellulaire. Inviter les gens à texter. Texter les employeurs. Inviter les gens à utiliser Messenger pour communiquer avec le candidat potentiel à l'autre bout du fil ou à l'autre bout du téléphone. OK. Puis là, si on reçoit ça, c'est là qui est important. Il faut réagir. Il faut réagir. Il y a quelques semaines de cela, j'étais à Québec, sur mon Facebook, je vois apparaître, je vois apparaître une annonce d'électromécanicien. Dans la région de Québec, mais dans plusieurs autres régions au Québec et ailleurs, au Canada, ce poste-là, ce type d'emploi-là est très rare. Okay? Et je voyais, c'est un employeur très connu de la région de Québec là, qui publiait une annonce d'électromécanicien. Fait que moi, comme bon marketeur et curieux marketeur pour voir un peu, j'analyse toujours ce que les gens font, je vais postuler, je vais cliquer, puis je vais mettre mon information, puis je vais mettre mon numéro de cellulaire, comme c'était demandé. OK. Puis je n'ai pas mis de CV évidemment parce que je ne suis pas électromécanicien, mais j'ai mis mon information. Et je l'ai fait spécifiquement, à 5h05 le soir. Pour savoir comment ça allait tester répondre. Le processus derrière. Et puis? J'ai eu l'appel seulement en fin d'après-midi le lendemain. OK. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est que les gens, à l'autre bout, le processus de sélection et de présélection n'était pas adapté au véhicule utilisé. Okay. Parce que lorsque tu utilises ton téléphone et lorsque tu provoques un achat, ou tu provoques une action sur une annonce Facebook, tu t'attends à l'instantanéité. Tu t'attends à la rapidité d'action. Fait que t'es mieux, si tu ne veux pas donner cette instantanéité-là, tu es mieux de ne pas aller vers ce véhicule-là. C'est ce que j'entends. T'es mieux de bien y réfléchir. Si tu l'utilises, il faut que tu embarques dans le game, si je peux dire. Complètement, parce que le consommateur,
s'attend à ça. OK. Le consommateur s'attend d'être répondu rapidement et simplement. Et demander aux gens d'appeler, je me pose certaines fois la question si ça fonctionne encore. C'est une barrière peut-être, en tout cas peut-être une une barrière de plus, tandis que les gens sont très rendus sur les messageries, les messages textes. Ouais. C'est pas tout le monde, C'est pas tout le monde, mais c'est plus il y en a facile, beaucoup. c'est plus... Ouais. c'est moins... Je dirais quasiment que des fois, les gens, les C'est moins consommateurs, gênant. c'est moins gênant. C'est moins gênant. On voit un petit texto. Souvent, on va... des fois, on va sur des sites et puis c'est une messagerie qui commence à nous parler dans le coin. Tu sais, on a Oui. Oui. Ça peut être automatisé. Il y a des robots qui peuvent nous parler à un bout de temps puis hop, une manière, on va migrer vers un humain qui va vraiment nous aider. Mais cette espèce d'interaction-là qui ne demande pas à parler, je pense qu'elle est de plus en plus présente dans notre ADN de consommateur. OK. Fait que cette notion-là, en recrutement, est tout aussi importante aussi. Puis maintenant, tu es un employeur, là, parce qu'on s'entend là, que les gens, ils sont de plus en plus vers les messages textes, mais ça ne veut pas dire que les gens le font comme il faut, par exemple. Parce qu'on s'entend qu'on n'a peut-être pas été éduqué à comment entrer en contact avec un employeur de cette façon-là. Fait que j'imagine que ça ne doit pas être toujours... Comment je te dirais, ça doit être des fois un peu so-so, le genre de message en tant qu'employeur qu'on peut recevoir, j'imagine. Fait qu'il faut s'attendre à être capable de reprendre la balle au bon, parce que ça ne veut pas dire parce que le message que tu reçois n'est pas bien adapté que c'est pas un bon candidat. Ah, pas du tout, pas du tout. Tu sais, c'est pas tous les gens qui ont la faculté de s'exprimer verbalement. C'est pas tous les gens qui ont la faculté de s'exprimer par écrit, avec deux pouces ou sur un petit téléphone. Donc, peut-être qu'il va y avoir des fautes de frappe un peu plus, peut-être qu'il va y avoir des mots contractés un peu plus, comme les gens parlent normalement sur ce genre d'appareil-là. Puis, quand tu reçois ce genre de message-là, il ne faut pas que tu sois en mode sélection. Il faut que tu sois en mode attraction. L'objectif est de capter l'attention puis de l'amener la personne. Tu le jugeras plus tard avec d'autres outils. Fait que le véhicule dans lequel tu utilises pour faire ta pub, qui est un petit téléphone sur les médias sociaux, par exemple, ou des sites comme Jobidéco, lorsque les gens entrent en communication avec toi, il ne faut pas que tu commences à les juger là. C'est parce que peut-être que leur communication a été teintée par le véhicule qu'ils ont utilisé. Fait que c'est plus loin que tu fais ça. Il faut être plus attractif, donc c'est à nous autres pas de se vendre, parce que là, on ne commence pas tout de suite à vendre notre entreprise ou le poste de cette façon-là. On est plus là pour dire, vous êtes à la recherche de quel type d'emploi. Comment tu vois ça? Bien, juste commencer par bonjour, je suis tellement content que vous m'écriviez. Comment est-ce que je peux vous aider? OK. Fait que là, la personne va... Le but, c'est d'engager la personne dans... À ce moment précis-là, imaginons que le fameux soudeur est dans son auto, il revient le soir. Créer un lien. L'objectif premier, c'est de commencer à créer une relation de confiance. Donc, la personne écrit, vous donne sa confiance, elle écrit et demande l'information ou dit « j'aimerais ça appliquer sur ce poste-là. » Et là, le but, c'est pas de lui retourner un courriel, ça, de 3 pages avec plein d'informations. Non, le but, c'est de créer une relation, de tisser un lien qui va capter cette personne-là, qui va l'engager, qu'on appelle, que j'aime appeler. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? As-tu des exemples? Là? Mettons, moi, je suis un employeur, puis là, je me dis, OK, je reçois quelqu'un qui m'écrit « Bonjour, j'ai vu votre offre d'emploi. Est-ce que c'est toujours disponible? » Bon. Bien, ça peut commencer comme ça. Puis là, il y a plus une relation qui peut se commencer en disant hey, « Bonjour, effectivement. Vous avez combien d'années d'expérience? C'est intéressant. Est-ce que je pourrais en savoir plus? On pourrait d'avance préparer peut-être un petit lien vidéo qui présente le poste. Peut-être un petit lien vidéo qui fait un tour du plancher de l'usine. Pour différents petits vidéos qui sont prêts déjà à envoyer sur YouTube. On nourrit la personne tranquillement. Puis une fois qu'on a capté un peu son intérêt, on va tout de suite lui demander son engagement pour une présentation ou pour venir nous rencontrer. OK. On tombe tout de suite dans Mais c'est pas... le but, c'est vraiment de tisser une relation de confiance. OK. Puis on peut-tu demander, si on se sent plus ou moins à l'aise, on peut-tu dire, écoute, j'aimerais ça, est-ce que c'est possible pour moi d'entrer en contact avec toi par téléphone? Est-ce que je peux t'appeler? On peut, en tant qu'employeur, on peut switcher de méthode si on oui, veut. complètement. Parce que, il y a des... je sais que la grande majorité des postes et la grande majorité des candidats sont très à l'aise d'entrer en contact avec les gens lorsqu'ils tombent vraiment dans un mode de recherche d'emploi. Là. Mais cette facilité-là, cette rapidité-là offerte par différents médias sociaux ou des sites encore là comme Jobidéco où tu peux entrer rapidement de manière virtuelle, c'est un accès qui est tellement simple et tellement rapide et tellement efficace.
Fait que c'est ça un peu là, qu'on a voulu faire aussi avec le Salon Contact Emploi, parce que ça fait 20 ans que le salon existe, tu sais, dans sa formule traditionnelle, si je peux dire. Puis depuis, c'est la 3e année qu'on a introduit le volet virtuel pour permettre aux gens d'entrer en contact avec les employeurs. Les 2 premières années, c'est que les gens avaient la possibilité de postuler, envoyer leur CV par courriel. Mais là, cette année, suite à ce j'avais entendu, ça a vraiment fait des déclics au sein de notre gang, puis qu'on a réfléchi. Tu étais venu avec nous autres, on avait brassé un petit peu les idées, puis c'est de là qu'on a décidé de bonifier le volet virtuel finalement et d'introduire ces fonctionnalités-là qui permettent l'instantanéité, soit que les employeurs puissent inscrire un numéro de téléphone de messagerie texte et aussi d'être contactés là, par Messenger. Là. Fait que c'est vraiment... après avoir entendu un peu là, ta conférence, puis avoir discuté avec toi, notre équipe, on est arrivé à dire « Hey, on va faire quelque chose avec ça. » Oui, c'est super intéressant, super intéressant. Puis imaginons maintenant que les gens utilisent votre site, puis entrent en contact avec des chercheurs d'emploi via des consommateurs d'emploi via votre site. Oui. Maintenant, comment charmer ou comment engager un chercheur d'emploi, un commerçant, une fois qu'il est rentré dans la business, une fois qu'il est rentré dans l'entreprise? OK. J'ai quelques petits trucs que je pourrais vous donner, là, mais vraiment, vous allez dire, Stéphane, c'est trop simple. Mais... On veut les savoir. On veut les savoir, puis je pense qu'ils sont trop simples et trop faciles pour ne pas les utiliser. Un, vous allez me dire, vraiment, c'est trop simple, mais imaginons l'exemple de l'électromécanicien. Hein, on sait que c'est un poste en très forte demande, très, très rare, les candidats qui se déplacent et peuvent appliquer sur ce genre de poste-là. Mais là, on réussit à en capter un via votre outil et il vient en entrevue. OK? On sait qu'il vient. Ça fait peut-être 2 ou 3 mois ou même plusieurs semaines qu'on le cherche. L'important, c'est qu'on ait monté un scénario qui représente bien votre entreprise, mais monter un scénario pour bien l'accueillir. Qu'est-ce que c'est bien l'accueillir? Est-ce qu'on prépare la personne à la réception que quelqu'un s'en vient? Que c'est quelqu'un qui, potentiellement, ça fait longtemps qu'on cherche et que, selon la personne, il pourrait vraiment nous aider. Donc, est-ce que la personne de la réception est bien préparée pour bien l'accueillir? Lui offrir un verre d'eau, lui offrir un café. Prenez-vous là, ça va bien aller. Vous allez rencontrer Mme Julie aux ressources humaines, elle va vous rencontrer sous peu. On a bien hâte de vous connaître. Est-ce qu'il va être touché par la réception qu'il va recevoir? Première étape. Ensuite de cela, le processus de sélection et d'entrevue doit être également bien préparé. Bien préparé, parce qu'au-delà le recrutement, c'est une vocation, la sélection, c'est une vocation, mais engager une conversation, rendre une personne à l'aise, l'amener à comprendre nos besoins, tout est dans l'art de la communication puis de prendre contact avec la personne. Puis imaginons que cette personne-là, en entrevue, là, elle nous plaît, là, elle semble répondre à certains de nos besoins, etc., etc. Pourquoi pas prévoir une tournée de l'usine? Pourquoi pas aller lui montrer les machines ou la nouvelle machine de soudure qu'on va lui présenter? Pourquoi pas aller lui présenter les gens sur le plancher? Mais si on fait ça, il faut que les gens soient préparés. Il faut que les gens savent que si on va en entrevue, s'il y a quelqu'un qui vient en entrevue ou presque, mais si on se promène sur le plancher, il faut que l'organisation soit, ou sur le plancher ou dans le bureau, peu importe l'organisation, l'environnement, il faut que les gens soient bien préparés. Il faut que le candidat soit charmé. Il faut qu'il ait le goût faut qu'il ait, mon Dieu, c'est bien intéressant. J'ai parlé au contremaître, puis il m'a présenté son équipe, il m'a présenté les différents outils, les différents environnements de travail. Ça a l'air vraiment le fun. Il faut que le candidat se dise, enfin, j'ai pas juste passé une entrevue, j'ai découvert une entreprise, j'ai découvert une équipe. Qu'il ait le goût de venir travailler. Je pense que je me sentirais bien ici. Oui. Je me sentirais bien ici. Lui donner le goût. Complètement. Puis là, le candidat est sur le point de partir. Là. Pourquoi est-ce qu'on ne lui remettrait pas une pochette avec quelques feuilles? Ou pourquoi est-ce qu'on ne lui remettrait pas un petit quelque chose, un petit remerciement? Il repart. Comme un client. Imaginons quelqu'un que vous aimeriez signer comme client là, en entreprise. Là. Vous allez le chouchouter, vous allez bien le recevoir. S'il a fait le café en arrivant. La même dynamique. On ne peut pas faire ça pour tous les candidats, j'en suis conscient. Mais on est dans cette ère-là. Il faut changer notre façon de faire. Fait que le candidat, il repart. Il a été bien reçu, il a passé une belle entrevue, il a visité le plancher. Il a un bon vibe, il repart. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut le garder engagé, il faut le garder connecté.
parce que le consommateur d'emploi est très tourné vers le web. Il est quasiment dépendant de l'interaction qui se passe alentour de lui. Il faut garder le contact. Il faut garder la... Qu'est-ce qu'on peut faire? On lui envoie un petit texto de reconnaissance. « Hey, bonjour, c'est Julie. On s'est vu tout à l'heure. Juste pour te dire que j'ai beaucoup apprécié l'entrevue. J'ai beaucoup aimé ta franchise puis ton sens de l'organisation. Je te redonne des nouvelles bientôt. » OK. Il faut garder le lien. Après ça, les entrevues s'étirent un petit peu dans ton cas, Julie. Tu ne peux pas répondre rapidement. Pourquoi pas prévoir un autre petit lien vidéo pour lui dire « Ah, gars, j'ai pensé que ce petit lien-là pourrait t'intéresser. On a reçu telle machine dernièrement. On est sur le point, on a lancé un projet vraiment intéressant. Regarde ça, ça va t'intéresser. En passant, je t'en reviens bientôt pour donner des nouvelles. » OK. Puis j'imagine qu'il ne faut pas l'entretenir de trop longtemps comme ça, par exemple. Non. Il faut agir assez rapidement. Parce que selon les postes, le consommateur d'emploi qui est en mode recherche d'emploi peut s'attendre à une réponse dans la même journée. OK. Selon le type de poste. Fait que, évidemment, si on parle des postes, il y a différents niveaux de postes. Un poste plus professionnel, peut-être que le candidat va avoir un spectre de temps différent. Certaines catégories de postes, c'est des réponses quasiment dans l'immédiat. Tu commences demain. Tu commences demain. Ça te tente-tu, tu commences demain? On est dans cette ère-là, puis je pense que c'est normal. Il ne faut pas se dire « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que les gens sont devenus? » ou que « Ah, les jeunes sont… » Non, c'est pas ça. Là. On est dans cette ère-là, il faut juste l'accepter puis agir ainsi. C'est comme ça. On s'adapte ou on meurt. Ah, complètement. Complètement. Écoute, on a eu beaucoup d'informations. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas pensé? Moi, je dirais un élément d'information qui est tellement important. J'en ai quelques-uns, mais je vais essayer de résumer ma pensée pour des choses qu'on n'aurait pas dit. Premièrement, lorsque vous tombez en mode affichage d'emploi, regardez beaucoup la capacité de donner de l'information très pertinente. Qu'est-ce que le candidat recherche? Et l'information souvent la plus recherchée, là, qui va générer le plus d'engagement sur le bouton « J'applique, je postule », c'est l'information reliée au salaire. OK. C'est souvent celle-là qu'on ne voit pas. Et c'est souvent celle-là qu'on ne voit pas. Pour différentes raisons dans la culture RH depuis bien des années. Puis il y a des bonnes raisons à ça, là, mais on ne place jamais le salaire. C'est marqué à discuter. Oui. Ou salaire à discuter, des choses comme ça. Oui. Mais on sait, nous, qu'un emploi dont il y a le salaire va attirer plus l'œil et plus l'attention du chercheur d'emploi. Fait que ça, ce serait, si j'avais un petit conseil pour dire, écoute, pourriez-vous réfléchir à une façon de placer le salaire? Parce que vous allez susciter de l'engagement. OK. Votre pourcentage d'adhésion sur vos annonces va être plus haut, c'est sûr. OK. Va être plus haut, c'est sûr. Les gens savent à quoi s'attendre aussi. Ah, complètement. OK. Complètement. Fait que c'est un peu, je dirais, à brûle-pourpoint, je dirais que ce serait l'élément clé. L'autre élément que j'aimerais ajouter, puis pour conclure, avant que tu nous présentes la fameuse plateforme virtuelle que tu as bien le goût de nous présenter, là, oui. Je dirais que maintenant, le web, les gens, comme ils sont en magasinage continu, tu ne peux plus te permettre de publier des offres d'emploi de manière ponctuelle, juste quelques fois par année. Tu dois être là de manière beaucoup plus continue. OK. Donc, et ce n'est pas parce que tu mets tes emplois sur ton site corporatif carrière là, que les gens le voient. Tu sais, tu as bien beau avoir la plus belle boutique de chaussures à Québec, mais si cette boutique de chaussures-là, elle est placée elle est mal placée dans une rue où les gens ne passent pas, ils ne la verront pas. Tu vas devoir déployer beaucoup d'efforts de publicité pour ramener les gens là. Okay. Et éventuellement développer un trafic. Le web, c'est un peu similaire. Tu dois te placer là où les gens sont, là où les gens cherchent. Tu dois trouver les mots que les gens cherchent sur le web pour pouvoir te placer dans leur champ de vision, dans leur spectre. Donc moi, j'inviterais beaucoup les gens à réfléchir où est-ce que je peux placer mes annonces, où sont les gens. Et il y a plusieurs études américaines où tu irais voir, Julie, là, je sais que tu aimes bien ça, t'informer, là, tu iras voir. À une certaine époque, lorsque Expedia est sorti, s'est lancé sur le web,
il y a beaucoup d'hôtels qui se demandaient, mais bon, on n'ira pas mettre nos annonces là parce qu'on va mettre une certaine forme de revenu en plaçant nos annonces d'hôtels sur Expedia. Et puis, il y a différentes études qui ont été faites qui ont prouvé que c'était tout le contraire. Tu devais profiter de la force de la visibilité d'Expedia pour montrer ton hôtel. Et la majeure partie du temps, je ne sais pas si tu as déjà essayé de magasiner un hôtel ou des voyages sur Expedia ou ce genre de Trivago, des choses comme ça. Ouais. Tu regardes, tu fais sortir des voyages, tu regardes les prix, des choses comme ça. Et une grande majorité du temps, tu vas retourner sur le site de l'hôtel pour prendre ton hôtel directement. Tu ne passeras pas nécessairement par Expedia. Ah oui. OK. Ça a plein de bon sens. Donc, le site Expedia t'a amené du trafic direct. Fait que moi, ce que je recommande aux gens qui ont quand même du recrutement de manière assez régulière, d'utiliser tous les sites qui peuvent être à leur disposition pour se faire voir. Donc, pas seulement leur site carrière, pas seulement leur page Facebook, mais d'évaluer des sites à la Jobilico, d'être visible tout au cours de l'année. OK. Parce que le meilleur chercheur d'emploi, le meilleur électromécanicien ou le meilleur soudeur pour toi, c'est peut-être celui qui travaille déjà, qui ne l'a pas encore vu ton offre d'emploi. Il ne recherche peut-être pas, là. Donc, les gens qui appliquent, c'est peut-être pas les meilleurs que tu embauches. Le meilleur, il est là, là. Il faut juste que tu ailles le trouver quelque part. Fait que j'aurais tendance à amener les gens à recruter plus en continu et de manière proactive. Parfait. Bien, merci beaucoup pour toute l'information. Écoute, je pense que ça nous allume certaines lumières puis ça nous fait penser à des choses. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques minutes puis on va vous présenter un peu comment il fonctionne notre salon virtuel parce que concrètement, vous avez entendu parler du salon virtuel, mais là, comment il va fonctionner? Bien, on va vous montrer ça dans quelques instants.